Lancé. J'espère que vous êtes toutes et tous OK avec ça, vous avez l'habitude maintenant. Je vois que monsieur Philippe nous a rejoint de Côte d'Ivoire. Bonjour. Donc bonjour à toutes et à toutes, bonjour à toutes et à tous qui êtes là aujourd'hui. Aujourd'hui, nous avons le plaisir d'avoir Osval. Attention, tu partages ton Teams. Nous avons le C'est bon? plaisir d'avoir, oui, avec nous, monsieur Pablo Suarez Robles. Je pense que vous n'avez pas encore, si certains d'entre vous l'ont vu, parce qu'il y a eu le Teams de lancement du module 6, mais aussi durant les heures de permanence qu'il a tenues. Plusieurs d'entre vous y ont participé. Donc, plusieurs d'entre vous connaissent déjà Pablo, mais il va se présenter encore une fois pour ceux et celles qui n'auraient pas encore eu la chance, pardon, de faire sa connaissance. Ensuite, Osval, vous le connaissez toutes et tous, donc plus la peine de le présenter. Alors, Pablo, si tu veux bien te présenter pour les collègues qui n'ont pas encore eu l'occasion de te Oui, voir, je oui, vais te mettre en plein écran. Vas-y, Pablo. oui, oui, pas de souci, parce que j'ai l'impression qu'il y a plusieurs participants qui me connaissent pas. Alors Oui, j'espère que vous m'avez pas oublié, hein, parce que je vous avoue, je serais un petit peu déçu. Non, non, mais sans rigoler, effectivement, le mois d'août, j'ai fait au moins, j'ai fait 2 permanences au mois d'août. Alors la première, c'est vrai qu'on vous avait vraiment prévenu avec un petit peu trop de retard, donc malheureusement, il n'y a pas eu d'échanges qui ont eu lieu. Mais la deuxième permanence qui a dû avoir lieu il y a 2 ou 3 semaines, vous étiez relativement nombreux, on a beaucoup échangé, c'était très intéressant sur beaucoup de sujets, qui tournaient autour des indicateurs du marché du travail, différents concepts et cetera. Et puis ce qui est vraiment ressorti, notamment de la discussion qu'on a eue, c'est le besoin, vraiment le besoin d'avoir une session dédiée à la question de l'analyse des revenus et du calcul des taux de rendement. C'était vraiment des questions qui étaient assez techniques. C'était difficile pour moi, sur le moment, comme ça, à brûle-pourpoint, de répondre à vos questions. Donc c'est pour ça qu'on a envisagé assez rapidement. Vous étiez d'accord à l'époque, en tout cas pour ceux qui étaient présents, de d'avoir vraiment une session qui soit consacrée à ça. Alors j'ai pas fait ce que m'a demandé Tessa, pardon. Donc je me présente rapidement. Donc Pablo Suarez Robles, je travaille, ici à l'IPE, UNESCO Dakar dans l'équipe de coopération technique et je suis spécialisé surtout sur les questions de marché du travail. C'est pour ça que j'ai beaucoup parlé des questions de marché du travail, les indicateurs et cetera, et c'est pourquoi cette fois, je suis accompagné de mon collègue Oswald que vous connaissez très bien apparemment et qui est un petit peu plus calé sur ces questions techniques et de calcul, et donc c'est surtout lui qui, prendra la parole, mais j'essaierai aussi de vous accompagner autant que possible, pour répondre à vos questions aujourd'hui. Voilà tout, j'espère que j'ai répondu, Tessa. oui, merci Pablo, merci beaucoup. Alors, encore une fois, merci Pablo déjà pour le co-tutorat de ce module 6 et en particulier pour les heures de permanence, effectivement, surtout la deuxième qui a beaucoup été fréquentée, comme tu l'as rappelé. Alors, aussi, je voudrais quand même dire un mot par rapport à Djibril, l'autre co-tuteur principal de ce module 6. Djibril était en mission au Niger et donc il est encore là-bas pour le moment. Je l'ai eu hier et il essaye de rentrer au Sénégal et il espère pouvoir rentrer demain. Donc, c'est pour ça qu'il n'est pas là et c'est pour ça que ça explique un peu qu'il n'a pas été peut-être aussi réactif sur la plateforme qu'il est d'habitude et qu'il ne pourra pas prendre part à ce webinaire sûrement parce que l'accès à l'Internet et même juste l'électricité, comme vous le savez en ce moment au Niger, est très compliqué. Donc, on espère que Djibril pourra être de retour bientôt au Sénégal dans sa famille. Voilà, donc juste pour expliquer pourquoi vous n'avez pas vu Djibril et pourquoi il est un petit peu moins réactif sur la plateforme que ce à quoi vous pourriez vous attendre. Maintenant, donc on vous présentera plus Oswald. Donc je vais vous laisser avec Oswald et Pablo. Je reste en sourdine si vous avez besoin de moi, évidemment. Mais c'est effectivement eux qui vont animer ce webinaire qui, comme me l'a expliqué Pablo, a été une requête de plusieurs participants et participantes qui avaient du mal avec cette activité 4. Donc, Oswald, je te donne le micro. Donc, je reste en sourdine. L'enregistrement est lancé. Chers participants, s'il vous plaît, donc merci de garder vos micros éteints.
Vous pouvez allumer vos caméras si vous le souhaitez, mais si vous avez des problèmes de connexion, vous pouvez aussi éteindre vos caméras. Et puis si vous avez des questions, vous pouvez, les taper dans le chat et quand Oswald et Pablo seront prêts à alors je ne sais pas Oswald, Pablo, vous voulez les prendre au fur et à mesure ou vous préférez les prendre à la fin, les questions? Comment vous voulez procéder? Enfin, pendant que je présente, je vais pas pouvoir lire les questions, mais peut-être Mmh. que Pablo pourra m'aider Mmh. à me stopper, me dire qu'il y a telle question et on y répond avant de continuer. C'est peut-être plus simple D'accord. comme ça. Ouais, D'accord, en cours de route. Donc si ouais. Pablo peut, monitorer le chat et puis, prendre les questions par écrit. Donc s'il vous plaît, chers participants, tapez les questions dans le chat ou, utilisez, l'icône pour lever la main qui se trouve, dans la barre du haut pour qu'on puisse, pour qu'Oswald puisse prendre vos questions et y répondre et Pablo aussi. Parfait, donc OK. gardez bien vos micros éteints et à tout à l'heure. À tout de suite. Très Oswald, la bien. parole est à toi. Merci Tessa et bonjour à tous les collègues qui sont ici ce matin pour que nous puissions discuter de l'analyse des revenus et aussi et surtout de l'estimation des taux de rendement. À la demande bien entendu des collègues. Donc avec Pablo, on a préparé ce petit PowerPoint qu'on a organisé autour de 4 points. Le premier, c'est le pourquoi. Est-ce que vous voyez tous le PowerPoint d'Oswald? Et s'il vous plaît, les micros, Perside. Est-ce que vous voyez tous bien le PowerPoint? OK, très bien, Très merci. bien, très bien. Oui, oui. Merci. OK. OK, Très bien. Oswald, merci. Donc, le premier point, c'est pourquoi on analyse les revenus et pourquoi aussi on estime les taux de rendement. Le deuxième point, c'est comment on fait cette analyse-là des revenus et cette estimation des taux de rendement. Et il y a un troisième point qui va porter sur quelques concepts que nous allons discuter et nous assurer que tout est bien compris avant qu'on aborde la dernière étape qui est relative aux applications. Donc, tout premier point, on le veut interactif, ça va être une discussion ouverte avec vous sur pourquoi il faut analyser les revenus à votre avis et pourquoi il faut estimer les taux de rendement. Donc, c'est une discussion qui est complètement ouverte. Vous pouvez prendre la parole ou intervenir dans le chat et on discute avant de progresser. Cependant, on a juste 5 minutes, compte tenu du fait qu'on aura aussi des applications à faire. Alors, qui veut se jeter à l'eau, nous dire pourquoi on analyse les revenus, pourquoi on estime les taux de rendement? Qui veut essayer? Je ne sais pas si je vais bien le dire. Est-ce que vous m'entendez? Très bien. On analyse les revenus et estime les rendements pour voir jusque dans quelle mesure l'investissement en termes d'éducation contribue, ou alors peut contribuer à la croissance économique d'un individu ou de l'État. Très bien. Merci. Donc, on peut analyser les revenus pour déterminer quel est le niveau de rentabilité, par exemple, de l'éducation, ou bien quel est en particulier le niveau de rentabilité d'un niveau précis d'éducation, que ce soit pour un individu pris isolément ou plus globalement pour la société. D'accord? Alors, qui veut dire autre chose? Qui veut apporter une autre façon de voir le problème? Il y a 3 mains levées, Oswald, Oui. Célestin, Mhm. Michel et Aristide. Alors chacun votre tour, s'il vous plaît. Célestin d'abord, ensuite Oui. Michel. Allez-y, Merci. Célestin. Merci beaucoup pour la parole. Bonjour Oswald, bonjour tout le monde. Bonjour Célestin. Je voudrais parler seulement par rapport au pourquoi on analyse le revenu, c'est estimer les taux de rendement. Ce sont des paramètres, hein, ce sont des paramètres qui font partie de l'analyse du système éducatif. Et ça entre en compte parmi les indicateurs pour analyser
la scolarité, soit l'efficacité du système, ou bien la scolarité des enfants. Tout ça, ça fait partie. On peut comparer par rapport aux revenus des ménages. On peut comparer aussi les rendements, les former, ceux qui sortent du système éducatif. Qu'est-ce qu'ils font? Tout ça sont parmi les paramètres. C'est ça. C'est pourquoi il faut analyser tout. Merci. Très bien. Merci, Célestin. Michel? Ok, ma petite contribution par rapport à l'analyse des revenus. Nous savons que l'éducation, c'est un investissement. Sachant que c'est un investissement, il faut qu'on analyse pour euh, voir un peu quelle valeur que cet investissement ajoute dans l'économie, par exemple, d'un pays, et pas seulement d'un pays, à l'individu lui-même qui est passé par l'éducation. Un investissement également pour voir les bénéfices, parce qu'après l'éducation, n'est-ce pas, il faut voir quels sont les bénéfices que l'éducation apporte à l'individu et apporte également pour le développement de l'économie du pays. C'est un peu ça la raison que je pouvais avancer par rapport à l'analyse des revenus. Merci. Merci, Michel. On va prendre un dernier intervenant. C'est Aristide, je crois. Merci, bonjour Oswald, bonjour Madame Teza. Bon, je crois que ma réponse s'inscrit dans les deux dernières réponses, donc j'ai pris. Très bien, merci à chacun de vous. Donc, voici une petite synthèse de ce que vous avez déjà dit. Hein. L'analyse de l'efficacité interne porte sur l'insertion professionnelle et aussi sur l'éducation, mais il n'y a pas que ces aspects-là. Hein. Une fois qu'on est entré sur le marché du travail, combien on gagne? Est-ce que ça correspond à quelque chose qui est attendu à ce niveau d'éducation? On parle d'éducation comme un investissement, mais combien il rapporte et à qui? Donc, ça peut être à l'individu, ou on va parler de bénéfices privés, ou aussi à la société, on parlera de bénéfices sociaux. Donc, il y a nécessité, en fait, finalement, de valoriser, de quantifier ce que l'éducation peut apporter dans le système économique et aussi dans le système social. Donc, ces éléments-là font, bien entendu, qu'il est indispensable d'analyser les revenus. Et on verra tout à l'heure comment ces revenus-là, ils évoluent, mais qu'il est aussi indispensable d'estimer les taux de rendement. En particulier, parce que je peux décider, par exemple, ayant pris une formation de niveau licence, de m'arrêter et de ne pas faire un master. Si j'estime, par exemple, que le master ne va pas apporter grand-chose. Mais si je peux me convaincre que le master est plus rentable pour moi que la licence, alors oui, à partir de l'estimation du taux de rendement de ce niveau d'éducation, je peux prendre la décision de continuer à faire mes études. Donc, analyser les revenus, estimer les taux de rendement sont finalement des méthodes, des outils pour décider de si oui ou non on progresse dans sa scolarité ou pas. Alors, une deuxième question pour vous, c'est comment on fait pour analyser ces revenus? Comment on fait pour estimer cette taux de rendement? Comment on fait cette analyse? À votre avis, comment est-ce qu'on peut conduire l'analyse des revenus si c'est cela qui nous intéresse? Et par exemple aussi, quelles données vous pouvez utiliser? Je peux essayer. Oui, allez-y. Bon, à la question, comment faire l'analyse? Moi, je pense que l'analyse doit se faire sur base d'abord des données collectées. Lorsqu'on a des données, à partir de ces données, on peut faire une analyse. Par exemple, les données sur, on peut avoir les données sur l'emploi. On peut avoir également les données sur les ménages. Donc, ce qu'un ménage gagne, ce qu'un ménage bénéficie. Lorsque toutes ces données sont réunies,
Là, on peut faire maintenant une analyse. Merci. OK. Alors, supposez que vous avez ces données-là. Qu'est-ce que vous comparez, par exemple, pour déterminer si un niveau d'éducation est plus rentable qu'un autre? Ou bien, quel type d'analyse vous pouvez faire? On a les mains levées. On peut, Deux mains oui, levées. Oui, mais attendez, il y a des oui, mains levées. On va commencer par prendre les mains levées. Il y a d'abord Mustapha, Kamarou et ensuite Rokia. Monsieur Kamarou? Vous m'entendez? Oui, Vous allez-y. m'entendez? Oui, Bonjour, allez-y. madame. Bonjour, monsieur Bonjour. Ogol. Bonjour, monsieur Mustapha. Merci bien. Voilà, comme ils l'ont si bien dit, hein, on a peut-être besoin des données, mais parler d'analyse, c'est parce qu'on a certainement un objectif. Alors, si on analyse, c'est pour pouvoir aboutir à un résultat bien donné et bien précis. Alors, quel est l'objectif ici? C'est la scolarisation, c'est les niveaux d'études. Si nous parlons d'analyser nos revenus, c'est voir dans quelle mesure ces revenus-là peuvent nous aider à continuer ou pas les études selon notre volonté de vouloir poursuivre ces études-là. Alors, les données sont, nous avons les données, certes. Alors, c'est par rapport à l'objectif de pouvoir poursuivre ou pas les études, c'est ce que je souhaite ajouter ici. OK. Il y a d'autres intervenants? Merci, monsieur oui, Mustapha. Rokia, oui. d'accord. Oui, bonjour à tout le monde. Je ne sais pas si j'ai bien compris la question, mais j'ai cru comprendre comment est-ce qu'on fait l'analyse. Pour moi, on fait l'analyse en comparant les revenus des individus par rapport à leur niveau d'études. C'est comme ça que j'ai compris. Merci. Très bien. Merci, Rokia. Quelqu'un d'autre? Il y a encore des mains? Non, je vois, enfin, il y a toujours la main de Rokia. Allez-y, oui, prenez la parole. C'est une main. Ok, j'allais dire que on compare aussi, comment dire? Oui, on compare aussi le rendement au niveau privé et au niveau social pour voir quel est l'apport de l'éducation par rapport au niveau d'études sur l'individu et l'apport au niveau de l'État. Merci beaucoup pour toutes ces contributions. Donc, on disait tout à l'heure qu'il faudrait comparer leur niveau de revenus des individus par rapport à leur niveau d'éducation. C'est une première approche où ici, on va regarder ce que les personnes gagnent en moyenne dans un niveau d'éducation et qu'on va comparer finalement à ce que d'autres personnes gagnent dans le niveau d'éducation immédiatement inférieur. Je prends un exemple. On a dans la population des personnes qui ont le bac, il y a d'autres personnes qui ont la licence, il y en a qui ont un master, il y en a encore qui ont un doctorat. Donc, en comparant le revenu moyen de ceux qui ont un doctorat au revenu moyen de ceux qui ont un master, on peut prendre des décisions. En comparant le revenu moyen de ceux qui ont un master par rapport au revenu moyen de ceux qui ont une licence, ou on compare le niveau de revenu moyen, le niveau moyen de revenu de ceux qui ont une licence vis-à-vis de ceux qui ont juste le baccalauréat, on détermine ainsi le niveau d'éducation pour lequel le bénéfice marginal est le plus élevé. Et en ce moment, on peut prendre la décision de oui, il faut faire un master et ne pas faire un doctorat, ou bien il faut faire une licence et en plus faire un master ou en plus faire un doctorat. Un exemple tout simple, c'est que si par exemple du baccalauréat à la licence, je gagne 1000 unités monétaires en plus et que de la licence au master, je gagne juste 5 unités monétaires, je peux décider par exemple de ne pas faire ce master-là et de me contenter de ma licence, sachant que ces 5 autres unités monétaires peuvent être mobilisées plus facilement à travers d'autres moyens. Donc, c'est une approche de l'analyse. L'autre approche va consister à dire que il y a certes un revenu qui est généré par le niveau d'éducation, mais il y a des coûts qui sont aussi associés à
intégrer ce niveau d'éducation. Si par exemple, pour faire un master, je dois investir 1000 unités monétaires pour gagner 5, alors que pour faire une licence, je dois par exemple investir 50 unités monétaires pour gagner 20, vous voyez que la décision, elle est plus facile à prendre quand je prends en compte finalement ce que j'injecte comme investissement. C'est-à-dire je quantifie la valeur de l'investissement, que je compare finalement aux bénéfices. Donc ces deux approches-là, elles sont importantes et surtout complémentaires dans l'analyse des revenus et dans l'estimation des taux de rendement. Donc la première approche, celle que j'ai décrite, que Rocky a aussi suggéré, c'est l'analyse du revenu. Et la deuxième, c'est l'estimation d'un taux de rentabilité en fait. Et pour y arriver, il faut utiliser des enquêtes employeurs, des enquêtes sur la consommation des ménages. Est-ce que jusque-là, ce qu'on a discuté est très clair pour tout le monde? Ou il y a des questions déjà à ce niveau? Des questions? Visiblement non. Donc, on va progresser vers le troisième point, qui est celui des concepts. Et peut-être que ça va suggérer des questions et des débats pour qu'on puisse avancer dans la compréhension du sujet. Alors, le premier concept, c'est celui de l'espérance de gain. L'espérance de gain, c'est simplement le revenu que quelqu'un qui a un certain niveau d'éducation espère gagner. Je peux pas calculer l'espérance de gain pour ceux qui ont le bac, une espérance de gain pour ceux qui ont une licence, une espérance de gain pour ceux qui ont juste complété le secondaire 1, une espérance de gain pour ceux qui ont fait le master. Mais dans le calcul de l'espérance de gain, on intègre le taux d'emploi. Précisément parce que tout le monde qui a fait un niveau de formation ne travaille pas. Donc, on va prendre en compte les revenus élevés pour les personnes qui ont ce niveau de formation, mais on va prendre également en compte les revenus faibles pour ceux qui ont le même niveau de formation. Et quand on dit des revenus faibles, c'est y compris les revenus nuls. D'accord? Ceux qui ne sont pas en emploi, ils ont un revenu nul. Donc, l'espérance de gain qui mesure en fait ce que quelqu'un pour un niveau d'éducation espère toucher comme valeur monétaire, il va intégrer le revenu sur les personnes qui travaillent qu'on va multiplier par le taux d'emploi. Et cette espérance de gain, vous pouvez la comparer d'un niveau d'éducation à un autre, mais aussi surtout, vous pouvez la comparer entre filières. D'accord? Dans le FTP, par exemple, il y a la filière agriculture, il y a la filière menuiserie métallique, il y a la filière soudure, ainsi de suite. Donc, on peut calculer une espérance de gain pour chacune de ces filières-là et déterminer si l'espérance de gain est plus importante dans une filière que dans une autre ou dans un niveau d'éducation plutôt que dans un autre. Et vous voyez très bien qu'à partir de l'espérance de gain, on peut faire des choix qui sont éclairés. Est-ce qu'il y a des questions sur ce sujet? Des questions sur la formule de l'espérance de gain, des questions sur le concept lui-même? Je vois la main de Célestin qui est levée. Oui. Allez-y, Célestin. Merci pour la parole. Je voudrais avoir une idée par rapport au... Vous avez parlé espérance de gain égale revenu moyen fois taux d'emploi. Mais comment trouver ces revenus moyens? Les revenus moyens. Et les taux d'emploi, c'est les taux qui est dans les pays X ou bien comment? C'est ça ma question. Je ne sais pas si c'est bien compris. Oui, c'est très clair. Merci beaucoup. Imaginez que vous ayez une enquête ménage et que à partir de cette enquête ménage-là, on puisse estimer ce que les individus gagnent pour chaque niveau d'éducation ou bien pour différentes filières. Il y a des personnes qui travaillent,
Et sur ces personnes qui travaillent là, vous allez estimer le revenu moyen. Bien sûr, sur un non nul. Mais dans le pays, tout le monde n'est pas en emploi. Donc, il y a des personnes qui auront un revenu nul, il y a des personnes qui auront un revenu non nul. Et la manière d'intégrer les personnes qui ont un revenu nul dans le calcul, c'est en le multipliant par le taux d'emploi. C'est pour ça qu'on parle d'espérance de gain. Il n'est pas dit que c'est exactement ce niveau-là que vous allez gagner, parce que à l'intérieur du même niveau d'éducation, il y a toute une variabilité de niveau de revenu. Donc, on va parler plutôt d'espérance de gain, d'accord, pour calculer ce qu'on espère toucher dans ce niveau d'éducation-là. Et bien sûr, les informations que vous mobilisez, que ce soit le revenu moyen, mais également le taux d'emploi, doivent être compatibles déjà en termes d'années, c'est des informations sur la même année, et ensuite pour le même espace géographique, en particulier le même pays. D'accord? Merci. Oui, Donc, bon. une analogie, si vous voulez, une analogie avec ce que vous avez déjà vu jusque-là, c'est l'espérance de vie scolaire, qui prend en compte le fait que des gens vont entrer dans le système éducatif, mais quelques-uns ne vont pas entrer. Les gens vont finir par sortir et on détermine à partir de cette somme de taux d'accès-là l'espérance de vie scolaire. C'est à peu près, c'est exactement la même philosophie d'ailleurs. D'accord? On regarde les revenus et on regarde la proportion d'individus qui ont ce revenu-là. Et lorsque vous faites cette somme de personnes qui ont un revenu en fonction de leur revenu, vous obtenez finalement l'espérance de gain. C'est le même principe. C'est clair, Célestin? Oui, c'est bon, merci. Je vois qu'il y a la main de Michel, mais il y a une autre personne que malheureusement je ne sais pas c'est qui écrit le nom d'administrateur. Est-ce que vous pouvez vous identifier, celui qui est sous le nom d'administrateur? Qui a la main levée? Oui, je vois que le micro est ouvert, vous pouvez y aller? Non, je ne vois pas c'est qui. Donc, je ne sais pas c'est qui et il ne prend pas la parole. Donc, Michel, s'il vous plaît. Allô, vous me recevez? Ah, c'est vous, Michel. Je crois que c'est vous qui... Non, c'est à huiler. non, non. C'est qui C'est parle en Philippe. ce moment? Ah C'est oui, non, mais Philippe de d'abord, Côte il y a d'Ivoire. Michel. Ah, donc c'est vous qui apparaissez sous le nom d'administrateur. OK, c'est vous. Alors, allez-y, Philippe. Et ensuite, Michel. Alors, Ok, excusez-moi, Michel. voilà. Allez-y, Philippe. Ok, je salue toute l'équipe, je salue Tessa, Oswald. Alors, par rapport à ces simulations que nous sommes en train de faire, il arrive que dans certains exercices, on ne donne pas, par exemple, le taux d'emploi. On donne seulement le taux de chômage. Or, nous avons vu plus haut que ces deux taux-là, quelquefois, ne sont pas complémentaires. Alors, quand on arrive à ce niveau-là, quelle gymnastique, quelle technique faut-il mettre en place pour pouvoir avoir le taux d'emploi? Est-ce que par moment, il arrive que, bon, vu qu'on considère que presque tout le monde travaille, maintenant, ceux qui n'ont pas vraiment d'emploi, on leur donne un salaire nul, nous permet tout simplement de dire, bon, qu'en ce moment-là, on va considérer que, bon, les deux taux peuvent se compléter pour faire 100%. Et donc, si on a l'un, on peut tirer l'autre. Est-ce qu'on peut se permettre de faire ça? Le module dit très clairement que le taux d'emploi et le taux de chômage ne sont pas complémentaires. Voilà, Ils ne ça a sont été pas clair. Ils ne sont pas complémentaires parce qu'ils n'ont pas le même dénominateur. C'est ça. Mais à partir des informations que vous avez dans votre exercice, je suis convaincu que vous puissiez récupérer le taux d'emploi. Donc, regardez par exemple la différence entre les dénominateurs. Regardez si vous pouvez estimer le bloc différentiel dans la formule du taux d'emploi et du taux de chômage et estimer le taux d'emploi. Ouais, Oswald? Oui, Pablo, oui. Oui, non, j'allais répondre à la question, mais je pense que tu as très bien répondu. Effectivement, c'est pas du tout complémentaire, c'est pas le même dénominateur. Pour rappel, le taux d'emploi, c'est population employée, enfin ceux qui travaillent, sur la population totale, alors que pour le chômage, le dénominateur, c'est la force de travail ou la population économiquement active. Oui. Donc, c'est pas toute la population.
c'est un sous-échantillon de la population. C'est en gros ceux qui travaillent et ceux qui sont au chômage. Voilà, donc ce qu'il vous faut pour le taux d'emploi, c'est le nombre d'individus qui travaillent et le nombre d'individus de la population totale. Ces informations, en principe, vous devrez les avoir. Si vous ne les avez pas, bon, bah, le taux d'emploi, c'est par exemple la population totale moins ceux qui sont au chômage, moins qui sont inactifs. Ou sinon, ça va être la population économiquement active ou la force de travail auquel vous soustrayez ceux qui sont au chômage. Enfin voilà, enfin, il y a différents calculs qui peuvent être faits, mais en théorie, en principe, c'est pas bien compliqué. Mais faire attention, effectivement, c'est pas quand c'est pas le même dénominateur, c'est pas les indicateurs ne sont pas directement comparables. Voilà, faire bien attention à ça. Ok, d'accord, bien noté. Autre question? Oui, il y a toujours Michel. Michel, allez-y cette fois-ci. Oui, ok. Je reviens sur le taux d'emploi parce que peut-être la synthèse peut me faciliter la compréhension. Quand je lis le module, je suis à la page 58, le tableau 21. Je vois le taux moyen d'emploi. Alors, je me suis posé la question, ces taux-là, comment ces taux ont été calculés par rapport au niveau d'éducation? Parce que j'essaie un peu de faire la gymnastique, je ne vois pas comment vous avez pu calculer ces taux-là. Parce que c'est là où se pose le problème, comment on calcule le taux moyen d'emploi. Bien que M. Pablo vient d'expliquer, mais je ne l'ai pas bien saisi. Il pouvait revenir sur son explication, peut-être là, je peux les cas. Merci. Alors, je peux, Oswald, tu veux que je réponde à Oui. ça? Parce que là, Oui, j'ai s'il le te plaît. tableau 21 sous les yeux. Le taux moyen Pablo, d'emploi, en gros. Oui, vous m'entendez si pas? tu veux, je peux stopper ma présentation. Tu affiches ton écran, comme ça tous voient directement. Qu'est-ce que tu en penses? Oui, 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 c'est mieux, effectivement. Oui, oui, Ok. bonne proposition. Voilà. Est-ce que vous voyez le tableau 1, tableau 21, pardon, tableau 21? Oui, oui, c'est bon. Oui? On OK, le voit. parfait. Bon, on appelle ça ici taux moyen d'emploi, mais c'est tout simplement le taux d'emploi, hein, et sa définition classique. Sauf qu'ici, la seule différence, c'est que, on peut avoir le taux d'emploi pour la population, dans son ensemble, mais on peut aussi calculer le taux, d'emploi pour différentes catégories d'individus. Et là, en l'occurrence, ce qui nous intéresse, c'est le taux d'emploi pour, différents niveaux d'éducation. Donc là, par exemple, on a 5 niveaux d'éducation différents. Attendez, 1, 2, 3, 4, 5, 6, pardon. Donc on prend la population, globale et on va créer, 6 groupes différents par niveau d'éducation. Donc on a les individus qui ont aucune, scolarisation, les individus qui ont atteint le primaire, puis les individus qui ont atteint le second général premier cycle, second général deuxième cycle, EFTP et supérieur. Et pour chacun, de ces groupes d'individus, on va calculer le taux d'emploi. Donc par exemple 93 bah, c'est 93 des individus qui ont aucune, scolarisation. 80 de ces individus sont en emploi, sont la définition utilisée et ça descend à 80 pour le primaire, 78 pour le collège, 85 pour le lycée, 73 pour le FTP et 69 pour le supérieur. Voilà, c'est aussi bête que ça. Est-ce que c'est clair? Ou vous avez besoin de plus de précision par rapport à ça? C'est un taux d'emploi Non, classique, non, hein? Oui? mon souci demeure. Comment on a trouvé 93% pour aucune scolarisation? C'est ça ma question. Les 93 là, c'est conventionnel ou c'est calculé, mais c'est comment on a trouvé? Alors, attends, parce que je suis pas sûr de comprendre la question. C'est-à-dire qu'on regarde, alors, on va avoir une base de données d'un pays, d'une région, enfin peu importe. Et là, parmi les individus qui ont aucune scolarisation, on va regarder ceux qui travaillent et ceux qui travaillent pas. Et après, on va simplement calculer le rapport. Si on a par exemple, là en l'occurrence, mettons qu'il y a 100 individus, exactement 100 individus.
On va voir dans la base de données que sur ces individus qui n'ont aucune scolarisation, il y en a 93 qui travaillent et 7 qui ne travaillent pas. Et parmi ces individus qui ne travaillent pas, ils peuvent être soit au chômage, soit en situation d'inactivité. Ça, peu importe, ça ne nous intéresse pas, ce niveau de détail. Donc, on calcule le rapport. 93 individus qui travaillent sur un total de 100, ça fait 93%. Voilà. C'est clair, Michel? Ok, c'est bon. C'est clair, merci. Très bien. Voilà, mais Merci c'est important de revenir sur ces points-là. Voilà, mais dites-vous que c'est un taux d'emploi classique ici. Sauf qu'il est calculé pour différentes catégories d'individus. Et encore une fois, en l'occurrence, ce qui nous intéresse ici, c'est classer les individus par niveau d'éducation. Je coupe mon écran, Oswald? Très bien, ça marche. D'accord. Je vais relancer le mien. Est-ce que tout le monde voit maintenant mon écran? Oui, c'est bon. Très bien. Donc, s'il n'y a plus de questions sur l'espérance de gain, on va aller avec les courbes âge-gain. Et avant d'y aller, j'aimerais vous présenter en fait un petit graphique. Il est là. Je ne sais pas si vous le voyez tous. Oui, très bien. Bon. Très bien. Oui. Et j'aurais Alors, besoin, pas vraiment. Si, enfin, moi je le vois en tout cas. ok, c'est bon. Oui, Ok. c'est bon, c'est bon. Maintenant, est-ce que quelqu'un peut s'essayer à dire ce qu'il remarque sur ce graphique-là? Quelle Allô? remarque on fait? Je Oui. vois une main. Oui, allez-y. On peut Monsieur essayer? Philippe, oui, allez-y. Monsieur Philippe, oui, Ok, allez-y. d'accord. Alors, pour ce que je comprends à travers ce graphique-là, c'est que je me rends compte que le revenu moyen d'un individu augmente avec son âge jusqu'à un certain niveau. Par exemple, je vois que par exemple, à partir de 20 ans, hein, le revenu augmente jusqu'à ce qu'on arrive à 44 ans, 47 ans. Et ce même revenu-là va commencer maintenant à baisser lorsque la personne va commencer à prendre de l'âge. Lorsque la personne dépasse 50 ans, déjà, on voit que le revenu diminue. Hein? Et il y a deux types de revenus. Un revenu pour ceux qui ont le baccalauréat, c'est le graphique qui est le plus haut là. Et puis pour ceux qui ont un diplôme secondaire, c'est le graphique en gris là, qui est plus bas. Donc, pour dire tout simplement qu'au fur et à mesure que la personne dure dans le métier, certainement, il arrive à un moment où vraiment il atteint le top de revenu. Et lorsqu'il s'en va vers la fin de sa vie professionnelle, ce revenu-là chute. C'est ce que je comprends à travers ce graphique. Je ne sais pas si je le comprends bien. Voilà un peu ce que je comprends à travers ce graphique. Merci Oswald, beaucoup. il y a deux autres Oui. mains levées, peut-être avant que peut-être tu donnes la réponse, si d'autres bien veulent sûr. intervenir. Monsieur Brahim, ensuite Monsieur Mustapha et Marie-Jo. Et aussi, je verrai, il y a une question dans le chat qu'on posera après. Monsieur Brahim, allez-y. Après, Monsieur Mustapha et Marie-Jo. Allô? Oui, on vous Allô? écoute. Vous m'entendez? Monsieur S'il vous Brahim, plaît, j'ai allez-y, une oui. question là, monsieur. Oui, j'ai une question là. Je ne sais pas si c'est un problème de calcul en tout cas. Non, mais on est d'abord sur le Est-ce que vous- graphique. On est sur le graphique. Si c'est une problème de formule, on verra après, si vous voulez bien attendre 2 secondes. Ceux qui veulent intervenir sur le graphique? Voilà. Vous m'entendez? Oui, allez-y. Oui, comme l'a si bien dit monsieur Philippe, hein,
Donc, à cette évolution est revenue par rapport à l'âge, mais aussi, nous constatons aussi le niveau d'études. Nous constatons que les diplômés d'études secondaires, pour chaque âge, ont un revenu qui est en deçà de celui qui est titulaire du baccalauréat. Donc, c'est vrai, comme il a dit, en fonction de l'âge qui évolue jusqu'à 40, autour de 44 ans par là, il y a une évolution, après il y a une régression. Mais quand on compare les niveaux d'études, ceux qui sont titulaires du baccalauréat sont nettement au-dessus de ceux qui sont titulaires du diplôme de second cycle. Merci. OK. Je suis Merci, d'accord avec toutes monsieur. ces remarques. Il y en a encore deux, peut-être Marie-Jo et Papy. Ensuite, on reviendra sur la question de la formule. Marie-Jo, c'est pour intervenir sur le graphique? Marie-Jo? OK. Papy, Désolée, est-ce que j'avais pas, Ah, oui. ouvert mon micro. Oui. Rapidement, j'allais juste ajouter à ce que les autres ont dit que mon constat est que les revenus, le profil de gain avant impôt pour les diplômés, pour les personnes ayant le baccalauréat croît plus rapidement, a tendance à croître plus rapidement à un certain intervalle d'âge que celui des personnes détenant un diplôme d'études secondaires. OK. Merci Marie-Jo. Et ensuite, Papy, Oswald conclura là-dessus peut-être avant qu'on passe à la question sur la formule. Papy, allez-y. Bon, on venait déjà de répondre. Oui, merci bien pour la parole. On venait déjà de répondre ce que je voulais dire. Sinon, au niveau du diplômé d'études secondaires, leur revenu augmente de façon plus lente par rapport à ceux des baccalauréats qui augmentent de façon un peu plus progressive. Merci. Très bien. Merci Papy. Merci. Oswald, tu peux conclure là-dessus? Oui, merci tout un chacun pour ces éléments. Je suis assez d'accord avec les observations que vous avez faites. Mais il y a deux autres observations que je voudrais souligner. Bon, déjà, on voit que ceux qui ont eu le bac, ils commencent plus tard à travailler que ceux qui ont eu le diplôme d'études secondaires. Et ça, c'est un phénomène attendu. Mais l'autre chose aussi, c'est que quand on regarde l'écart pour le même âge, l'écart entre le baccalauréat et le diplôme d'études secondaires, il n'est pas constant. D'accord? Donc, l'écart, il va varier en fonction de l'âge, de même que le niveau de revenu varie en fonction de l'âge. Et ça, c'est une des justifications importantes pour l'analyse des profils âge-gain. D'accord? L'écart entre les niveaux de revenus n'est pas constant. Voilà les deux points que je voulais ajouter à ce que les collègues ont déjà très bien mentionné. Et donc, je vais retourner sur mon... Une minute, s'il vous plaît. Oups. Vous voyez mon écran? Oui. Et je te rappelle qu'il y a une question de monsieur Brahim sur une formule, donc on va lui donner la parole dans un instant peut-être. Et il y a aussi une question dans le chat. Je crois que Pablo y a répondu. Pablo, tu as répondu à la question, c'est ça? La question était quelle est la formule utilisée pour calculer Oui, le je suis en train de répondre à la total question. du taux Ce que d'emploi? je vais, D'accord. voilà. Comme ça apparaît dans le cours en fait. Alors je vais essayer de retrouver les passages du module en fait où il y a, parce que c'est une question très précise sur la formule, donc je vais essayer on voit ça assez petit, mais quand on clique dessus, non, ça apparaît en plus grand. On devrait le voir normalement. Dites-moi si c'est bon pour vous et puis je continue comme ça. Merci Pablo. Donc Pablo est en train de répondre à monsieur Tenzumbe qui a posé une question dans le chat. Donc on va donner la parole à monsieur Brahim pour sa question. Est-ce que c'est peut-être la même question d'ailleurs? Monsieur Brahim, allez-y.
Allô? Oui, allô? Allô? S'il vous plaît, c'est la même question de M. Tezumbe. C'est un problème de formule. Je ne sais pas comment vous avez fait pour avoir le 740 là. OK. Donc si, Pablo est en train de répondre à la question de monsieur Tenzumbe et que c'est la même question, donc on va laisser à Pablo le temps de chercher les éléments dans le module et répondre dans le chat. Et si vous avez toujours besoin de compléments une fois que Pablo aura répondu, vous pourrez revenir vers nous. En Merci fait, monsieur Brahim. Oui. Tu peux répondre Tessa, directement? peut-être que je Allez-y, peux vas-y répondre à alors. l'oral, parce que Ouais, vas-y. peut-être c'est plus rapide que chercher la formule. Alors, le taux d'emploi, est-ce que c'est bon? C'est ce qu'on a vu tout à l'heure, Oui, hein, le oui, taux vas-y. d'emploi, c'est là, Ah, je excuse-moi. reprends exactement ce qui est écrit dans le cours. Je ne sais plus quelle page, mais c'est ce que j'ai mis dans le chat. C'est taux d'emploi, c'est population, donc c'est une fraction, c'est une division, hein. Population employée divisée par la population en âge de travailler. Est-ce que c'est bon pour vous? Oui, ça c'est Monsieur bon. Oui, Tezumbe, monsieur Brahim, vous d'accord, très bien. qui ont posé la question. Monsieur Tezumbe, monsieur Brahim, est-ce que la formule qui a été postée par, Pablo, est-ce que c'est bon pour vous déjà là? OK. J'entends pas très bien. On n'entend pas très bien malheureusement. S'il vous plaît, est-ce que vous pouvez reprendre la formule? OK, Pablo? Je suis désolé, mais j'ai pas entendu. C'est quoi la Si question? tu peux reprendre la formule, si tu peux reprendre la formule. Est-ce que vous pouvez reprendre la D'accord. formule? Dites-moi si c'est pas lisible, hein, dans le chat. De toute façon, je vous donne le numéro de page. Mais le taux d'emploi, c'est population employée divisé par la population en âge de travailler. La formule est dans le chat, Alors voilà, pour c'est les dans le collègues du chat et CIAD. je vais vous donner le numéro de la page dans le module, parce que je suis sorti de cette page. C'est l'activité 4, tableau 2 ou bien le 1, c'est la même chose. C'est la même chose. Là, vous avez trouvé les Voilà. Moi, j'ai 740, la page 95, 18 en fait. La page 18. Bon, ce que je vais faire, c'est que je vais partager mon écran. Peut-être c'est plus simple si vous êtes d'accord. On fait comme ça? C'est peut-être plus simple parce que là, j'ai le module devant moi, le document qui est ouvert. Voilà. Vous l'avez? Page 18. Taux d'emploi. Vous l'avez? C'est bon? Oui, c'est bon. Voilà. Ça, c'est le taux d'emploi. Revenu moyen, c'est plus loin. Alors j'ai l'espérance de revenu. Bon, le revenu moyen, c'est on prend la population qui nous intéresse. On prend tous les revenus. C'est une moyenne arithmétique, hein. C'est assez basique finalement. On prend les revenus de chaque individu. Et puis après, on divise par le nombre d'individus. Voilà, en théorie, c'est ça. C'est ça le revenu moyen. C'est une moyenne arithmétique basique. Après, s'agissant, ça, j'imagine que vous le savez, mais quand on travaille sur des enquêtes ménage, il y a des pondérations qu'il faut prendre en considération pour que les calculs qu'on fait soient représentatifs à l'échelle nationale. Si on travaille sur une enquête justement qui a été conduite à l'échelle nationale. Mais ici, pour votre compréhension, sur le plan théorique, il s'agit ici d'une simple moyenne arithmétique. Donc, on prend le revenu de, voilà, s'il y a 3 personnes, par exemple, il y en a une qui gagne 500, l'autre 1000, l'autre 1500. Donc, on va faire la somme de ces 3 revenus et on va diviser par 3 le nombre d'individus. Donc, ça, c'est le revenu moyen. Et puis après, on passe à l'espérance de revenu. L'espérance de revenu, c'est, je crois que c'est ça, hein, c'est la troisième question qui était posée sur le chat. Je vérifie. L'espérance de revenu, voilà, très bien. Là, on multiplie le revenu moyen par le taux d'emploi. Le revenu, en fait, on a l'information uniquement pour les gens qui travaillent effectivement et qui dégagent un revenu de leur travail. Après, il y a une partie d'individus qui ne travaillent pas parce qu'ils sont au chômage ou parce qu'ils sont en inactivité.
Donc c'est important de prendre en considération, ce facteur-là. Donc c'est pour ça qu'on multiplie par le taux d'emploi, ce qui nous permet d'obtenir l'espérance de revenu. Comment tu expliquerais ça, toi, de ton côté, Oswald? Est-ce que tu aurais une autre manière de l'expliquer ou tu auras d'autres éléments à Non, apporter? non, je pense que, en fait, l'espérance de revenu, c'est l'espérance de gain. Et on vient juste de parler de l'espérance de gain tout à l'heure. Donc, je l'aurais expliqué exactement de la même manière. Voilà, Tu merci m'entends, Pablo. Pablo? Oui, OK. Pablo. Ouais. Je voudrais Bien. pas je sais pas si ça vous fait avancer sur, l'exercice d'aujourd'hui ou s'il faut mieux reprendre la discussion. Oswald, on reprend? Oui, je peux faire un retour rapide sur l'espérance de revenu. Et Il y a une puis, on question va de continuer. Rokia dans le chat. Si l'espérance de revenu est toujours en pourcentage ou il peut être calculé en faisant la différence entre 2 niveaux d'éducation? L'espérance de revenu, il est en unité monétaire. Ça. Attention aux micros qui sont ouverts, s'il vous plaît, monsieur Brahim. Je vois plusieurs mains levées. Monsieur Philippe, qui attend depuis un petit moment. Michel et Perside. Mais n'oublions pas qu'il est 11h. Il reste 30 minutes, donc n'oublions pas d'avancer aussi. Philippe? Oui, allez-y Philippe. Il s'est peut-être déplacé. Michel, allez-y en attendant que Philippe revienne. Merci beaucoup. Je veux dire, je suis à la page 59, si M. Pablo peut peut-être intervenir au soit de Dr. Oswald. À la page, au tableau 22, encore un petit souci sur le pourcentage, la dernière colonne, augmentation par rapport au niveau immédiatement inférieur. Je vois 35%, 32, 85, 136, 120%. J'ai tenté de travailler pour savoir comment ces pourcentages ont été dégagés. Je n'ai pas pu arriver. Je ne sais pas si les tuteurs peuvent nous aider, comment ils ont pu calculer ces pourcentages. À la page 59, tableau 22. C'est bien le tableau qui est affiché à l'écran, là? Oui, c'est ça. Exact, c'est ce tableau-là. C'est ça, ouais. La dernière colonne de pourcentage, là. Alors, je peux répondre, Oswald, si tu veux. Ah non, vas-y, bon, vas-y. vas-y. OK. Alors, ce 35%, il va être égal à 338 moins 251 divisé par 251. Je reprends. Le 35% sera égal à 338 moins 251 divisé par 251. Et de même, ce 85%, vous devez faire, pour le 85%, vous devez faire 824 moins 446 que vous divisez par 446. Donc, on fait la différence entre les espérances de gain de deux niveaux adjacents sur l'espérance de gain pour le niveau inférieur. C'est ça l'augmentation par rapport au niveau immédiatement inférieur. Michel, c'est clair? C'est très clair même. Merci. C'est comme une fréquence cumulée. Hein, non, c'est pas cumulé. C'est pas cumulé, pas du tout. Okay. C'est des fréquences individuelles. On ne cumule pas ici. OK. D'accord? Bien, je pense qu'il faut qu'on continue, sauf s'il y a encore d'autres questions.
Oui, il faut penser à terminer ce que tu avais préparé, Oswald. Voilà. Donc, on a parlé d'espérance de gain qui Les va collègues, s'inter- excuse-moi, regarde, juste 2 secondes. Il y a d'autres collègues qui ont la main levée, mais s'il vous plaît, on va avancer quand même un peu avant de prendre les autres questions. Sinon, on risque de terminer sans qu'Oswald ait terminé sa présentation. Vas-y, Oswald. On prend les questions, on continue. Non, continue et on Très prendra le bien. reste des questions OK. plus tard. Ça marche, merci. Donc, dans le calcul précédent, on a regardé le revenu moyen de tous les individus et on a fait abstraction complètement de leur âge. Mais on a vu tout à l'heure que l'âge est un élément important de l'analyse du revenu. Parce que non seulement le revenu va varier en fonction de l'âge, mais aussi et surtout, l'écart entre deux niveaux différents est lui-même une fonction de l'âge. Il y a 2 exemples ici qu'on a donnés rapidement. C'est le fait qu'un jeune diplômé ou un sortant du système d'éducation et de formation peut être moins rémunéré qu'une personne qui travaille depuis un certain nombre d'années. Donc, l'expérience ici sera extrêmement importante. Et l'expérience, on sait qu'elle est aussi acquise avec le temps, donc avec l'âge. De la même manière, on a parlé d'écart de revenus tout à l'heure. L'écart de revenus entre 2 niveaux d'éducation qui ne sont pas les mêmes est une fonction de l'âge des individus. Et si on veut raffiner l'analyse, elle sera une fonction de leur expérience. Voilà pour le deuxième concept. Le troisième, c'est les taux de rendement. On a beaucoup parlé tout à l'heure de rentabilité de l'éducation, l'éducation étant vue ici comme un investissement. Donc, au niveau théorique, un taux de rendement, c'est simplement un taux de rentabilité interne. Et c'est un indicateur qui va nous permettre de dire que oui, l'éducation, vue comme un projet d'investissement, a permis d'atteindre les résultats escomptés. D'accord? Il y a une définition un peu plus détaillée qui vient juste après, où on parle de taux d'intérêt bancaire. Lorsqu'on essaie d'égaliser les coûts avec les bénéfices, mais bien entendu en actualisant. Et ça, on ne va pas entrer dans cette formule-là. Et quand on parle de taux de rendement, il y a 4 taux de rendement qu'on peut discuter. Le premier, c'est le taux de rendement marginal, dans lequel vous allez apprécier le niveau d'éducation, la différence entre 2 niveaux d'éducation consécutifs. D'accord? On va faire un exemple tout à l'heure. On va s'intéresser ici en 2 niveaux d'éducation consécutifs et comparer le bénéfice généré, le coût et le bénéfice additionnel lié à la formation additionnelle. Par exemple, je suis en licence, je veux faire un master. Est-ce que c'est pertinent de passer de la licence au master? Qu'est-ce que je gagne en plus? D'accord? Quelle est la rentabilité liée à cet investissement-là? C'est le taux de rendement marginal qui va me permettre de répondre à ça. Mais je peux aussi dire, vis-à-vis d'une personne qui n'a pas du tout de niveau d'éducation, quel est le rendement de faire une licence ou bien de faire au moins de faire le baccalauréat? Donc, je ne vais pas m'intéresser à la licence par opposition au baccalauréat ou au master par opposition à la licence et ainsi de suite, mais je vais m'intéresser ici au niveau d'éducation qui m'est particulier dans lequel je suis vis-à-vis de l'absence totale d'éducation. Donc, la rentabilité totale du niveau bac, c'est avec qu'est-ce que je gagne ayant fait le bac vis-à-vis de je n'ai pas été du tout à l'école, je n'ai pas d'éducation. Donc, la rentabilité totale du master, c'est qu'est-ce que je gagne ayant fait le master par opposition à je n'ai pas été à l'école, et ainsi de suite. Et en ce moment-là, on a parlé tout à l'heure de fréquences cumulées. On ne va pas parler de fréquences cumulées ici, mais on va intégrer de manière cumulative les rendements de tous les niveaux intermédiaires. Donc, on a déjà un rendement marginal pour 2 niveaux d'éducation consécutifs, mais on a aussi un rendement total. Autre chose qui est importante à apprécier, c'est le rendement marginal privé et le rendement marginal social. Dans le rendement marginal privé ici, souvenez-vous que dans le taux de rendement, on parle de bénéfices, on parle aussi de coûts. Ici, la fonction de coût va intégrer les coûts pour l'individu et sa famille. D'accord? Puisqu'on parle de rendement marginal privé.
On va prendre les coûts pour l'individu et sa famille et bien entendu tout ce qu'il y a comme coût d'opportunité qui est directement imputable. Dans le taux de rendement marginal social, la famille va supporter des coûts, mais l'État aussi va supporter des coûts, en plus de tout ce qu'il y a comme coût d'opportunité. Donc, vous aurez une base de coût, une fonction de coût qui est beaucoup plus large, d'accord, que dans le cas du rendement social, que dans le cas du rendement privé. Et comme on a toujours le même numérateur, c'est-à-dire le gain, le bénéfice, vous allez voir que le rendement privé, le rendement marginal privé est toujours plus élevé que le rendement marginal social. Voilà les éléments de concept qu'on voulait partager avec vous avant d'aller vers les applications. On va peut-être prendre 5 minutes de questions et puis on va commencer à regarder en détail quelques applications. C'est ça? OK, donc 5 minutes de questions, pas plus, avant de regarder l'application qui est quand même ce pourquoi vous êtes là aujourd'hui. Donc, Perside, ensuite Bassine, ensuite Célestin et ensuite on passe à l'application. Perside, allez-y. Oh, excusez-moi, peut-être, Pablo, tu voulais ajouter quelque chose tout à l'heure? Non. Non, ça va, OK, d'accord, parfait. Perside, allez-y, s'il vous plaît. OK, bonjour à tout le monde. Ma question Bonjour. est sur... Oui. Ma question est sur page 57 et 58 sur espérance de revenu et espérance de gain. Selon le coût, pour calculer l'espérance de gain, le produit du revenu moyen des travailleurs par le taux d'emploi, c'est ça pour calculer espérance de gain. Mais pour espérance de revenu est égal à revenu moyen fois taux d'emploi. Est-ce qu'il y a une différence entre ces deux espérances? C'était ma question. Page 57-58. L'espérance de gain, vous avez dit que c'est revenu moyen fois taux d'emploi. Oui. Espérance de revenu, c'est revenu moyen fois taux d'emploi. Les deux ont exactement la même formule. Mais après ça, ils ont parlé, ce calcul revient en pratique à faire la moyenne sur l'ensemble de la population en âge de travailler. C'est ça que je n'ai pas compris. Tout à fait. Alors, oui. ce que j'expliquais tout à l'heure, c'est le fait que parmi cette population en âge de travailler, vous aurez des gens qui travaillent et qui ont un revenu non nul, mais vous aurez aussi des personnes qui n'ont pas du tout de revenu, donc qui ont un revenu nul. Mais l'espérance de gain ici, c'est ce qu'on espère gagner quand on a un niveau donné d'éducation. Donc, on ne peut pas la restreindre, on ne peut pas restreindre son estimation uniquement à ceux qui travaillent parce que les conditions du marché vont faire que quelques-uns vont travailler et d'autres ne vont pas travailler. Et comme nous sommes dans une espérance ici, on va s'intéresser à toute la population qui a ce même niveau d'éducation et en faire la moyenne, d'où le recours au taux d'emploi. Donc, l'utilisation du taux d'emploi, c'est la méthode par laquelle on intègre dans le calcul le fait qu'il y a des personnes qui ne travaillent pas et donc qui ont un revenu nul. D'accord? Et donc, vous ne verrez pas de différence entre espérance de gain et puis espérance de revenu. Pablo, je ne sais pas peut-être si tu veux compléter pour qu'elle comprenne mieux. Oui, mais rapidement, en fait, c'est une question purement mathématique, en fait. C'est une question purement mathématique, c'est que les deux choses sont totalement équivalentes, en fait. Donc, si on calcule le revenu moyen en considérant uniquement ceux qui travaillent et qui touchent un revenu et qu'on multiplie par le taux d'emploi, ça donne exactement la même chose que si on calcule un revenu moyen pour l'ensemble de la population. Et parmi les individus qui ne travaillent pas donc, et qui ne touchent pas de revenus, ces individus, ils auraient un revenu moyen, un revenu de 0 en fait. Mais ça revient exactement à la même chose en fait, c'est une question purement mathématique. Je ne sais pas si j'étais clair. Hein. Ok, merci.
C'est-à-dire ce qui est écrit dans l'encadré, il y a la formule mathématique, et ce qui est écrit après dans le texte, la première ligne qui suit, c'est ça en fait. Ce calcul revient en pratique à faire la moyenne sur l'ensemble de la population âgée de travailler, y compris les chômeurs et les inactifs, en considérant que ceux-ci ont un revenu nul. Voilà, c'est juste pour dire que c'est une question purement mathématique en fait. Ça revient à la même chose. Merci. Merci. Merci, Perside. Bassine, s'il vous plaît. Bassine? Ok, en attendant que Bassine réponde. Ah, ok, c'est Bassine? Oui, allô? Oui, allez-y, Excusez-moi. Bassine. Merci. Donc, bonjour à toutes et à tous. Au début de la connexion, j'étais en route, quoi. Je ne pouvais pas parler ni vraiment saluer les gens. Donc, merci. Moi, monsieur Oswald, mon problème, c'est le calcul des taux de rendement. Je regarde la formule, je lis le cours, je reprends les formules qui sont dans le cours, mais je ne sais pas, dans le classeur Excel, quand je continue avec le tableau dans l'exercice 4 pour calculer les taux de rendement privé et social, vraiment, moi, je trouve au lieu de pourcentage des milliers de francs que je ne comprends pas. Donc, vraiment, sur l'exercice 4, c'était ça mon souci. Bon, juste avant la question, j'ai essayé de détailler, de calculer les sommes, ensuite prendre produit, ensuite prendre divisé, et cette fois-ci, je trouve quelque chose en virgule et je convertis en pourcentage. Mais je ne sais pas. Bon, donc lors de l'exercice, je m'étais vraiment débrouillée à calculer, mais bon, je ne tombais pas sur mes pieds. Bon, peut-être j'ai suivi l'explication tout à l'heure sur les taux. Bon, mais quand même, bon, je vais revenir. Mais sinon, vraiment, c'était ça ma bête, quoi, lors de l'exercice 4. L'exercice 4, donc. Bon, merci. Nous allons regarder ça tout à l'heure. Merci, Bassine. Okay. Donc, ça va être vu lors de l'exercice d'application. On avait dit 5 minutes. Je vois qu'il y a encore Philippe qui a la main levée. Philippe, si c'est vraiment pas urgent, on va aller vers l'application. Il est 11h13 déjà. Parce que j'ai peur que sinon, on n'y arrive pas et qu'on passe à côté de c'est pourquoi vous êtes là. Donc, s'il vous plaît, Oswald commence et puis Philippe, si à la fin de l'application, vous avez toujours votre question, je reviendrai là-dessus. Merci. Très bien. Je vais juste stopper ça d'abord. Et présenter ceci. Tout le monde voit mon écran? Oui, c'est bon. Oui. Bien. C'est bon. Alors, donc, la première chose, c'est déjà de calculer les espérances de revenus. Et on a dit que l'espérance de revenus, c'est le revenu moyen des travailleurs. Donc, vous voyez bien ici, on a dit revenu moyen des travailleurs. Donc, on a exclu les personnes qui ne travaillent pas. Et la manière de les inclure, c'est d'utiliser le taux d'emploi. Et donc, l'espérance de revenus, ça va être simplement égal au revenu moyen des travailleurs qu'on va multiplier par le taux d'emploi. Et ça nous donne ceci. Je vais juste tirer, y compris au niveau national. D'accord? Donc jusque-là, ça va. Il n'y a aucun problème. Le coût a parlé d'indice de revenus. Si vous voulez, en général, on va prendre le primaire comme ayant le niveau 100. Et on va voir comment aucune scolarisation va se comporter par rapport au primaire. Oswald? Et comment? Oui? Excuse-moi de t'interrompre. Il faut diviser par 100 en fait ici. Juste préciser ça, l'espérance de revenu. Ah oui, oui, tout à fait. Voilà, Oui. juste comme la colonne C, c'est pas en pourcentage. En voilà. pourcentage, tout à fait. Je suis d'accord. Merci, Pablo. C'est clair pour tout le monde? Non, je n'ai pas encore l'écran. Oui, c'est clair. Je ne vous entends pas, madame.
Je disais que je ne vois pas encore votre écran, peut-être un souci d'Internet. Je pense que c'est un problème Internet. Bon, donc si on considère que notre référence ici, c'est le niveau primaire, que je mets là en couleur, si le primaire il est égal à un niveau de 100, à combien sera égal le niveau aucune scolarisation? Donc, on va faire comme ça, 255. On va rapporter à cette quantité-là, qu'on va multiplier. Bon, ça n'apparaît pas, mais c'est E5. E74. On fait exactement la même chose pour les autres niveaux. Si on considère que le primaire est égal à 100, alors les autres représentent quelle quantité? Et comme j'ai l'intention de tirer, je vais essayer juste de fixer cette colonne-là pour que ce soit plus simple. D'accord? Donc voilà. Si on considère que le primaire est égal à 100, l'indice d'espérance de revenu est égal à 132 pour le secondaire général 1. Il est égal à 185 pour le secondaire général 2. Il est égal à 97 pour le FTP et à 227 pour le supérieur. Tout ça, bien entendu, en comparaison avec le primaire. On va dire que ceux qui ont, pour niveau d'éducation, le FTP ou ceux qui n'ont aucune scolarisation gagnent moins, ont une espérance de revenu inférieure à ceux qui ont le primaire comme niveau d'éducation, alors que le secondaire général 1, le secondaire général 2 et le supérieur en particulier ont des espérances de revenus bien plus élevées. Et pour répondre tout à l'heure à la préoccupation de notre collègue Michel, on calcule l'augmentation par rapport au niveau immédiatement inférieur. C'est juste ça. « 4,8% qu'on va tirer. Alors pour le FTP, il faut que je regarde la base. Peut-être que la base, c'est plutôt le primaire. Donc, je vais prendre ceci. Il faut que je ne sais plus si la base, dans le cours, c'est le primaire, si c'est un autre niveau. D'accord? Mais en tout cas, la comparaison de l'EFTP doit se faire par rapport... C'est le primaire? D'accord, fantastique. Donc, oui, c'est le primaire. Oui, dans l'exercice avec les primaires. Donc, c'est parfait. Voilà les calculs. Voilà comment retrouver les calculs de... Oui, s'il vous plaît, par rapport à l'indice d'espérance de vie, là, on a trouvé 0,74, c'est-à-dire on a divisé par 100 par rapport au cours. Oui, vous pouvez diviser par 100, si vous Il voulez. n'est pas divisé. Si vous divisez par 100, c'est que votre indice va varier de 0 à 1. Mais si vous ne le divisez pas, il va varier de 0 à 100. D'accord. C'est par rapport à cours, là, c'est 0,74. C'est pour cela que je pose la question. D'accord. Oswald, je voulais juste voir la formule une seconde. Attends, l'indice d'espérance de revenu. C'est par exemple donc là, par exemple, pour l'aucune scolarisation, c'est à 251 divisé par 338 multiplié par 100. Là, on a 74. Après, si on fait le secondaire général, on va dire collège pour aller plus vite. Donc, c'est 446 divisé par 338 multiplié par 100. C'est ça, hein? Tout à fait. Et en fait, c'est parce que quand on arrive plus haut, il y a un petit problème. 824. Là, on divise par 338. Et on multiplie par... Attends. Multiplié par 100. Là, on devrait avoir plutôt... Attention. Oui, si... attention. On est ici en train de regarder une augmentation par rapport au niveau immédiatement inférieur. On n'est pas en train de considérer que le primaire, c'est une base 100 et puis on avance comme ça.
C'est pas en comparaison avec le primaire. Non. D'accord. C'est clair? S'il vous plaît, s'il vous plaît. Oui. Monsieur Sall. Oui. Apparemment, dans le cours, disons, les dénominateurs, on prend les primaires. Oui, il y a deux choses. L'espérance des revenus, on prend l'espérance des revenus que du primaire comme dénominateur. C'est comme ça que quand je lis dans le cours par rapport à ce que vous êtes en train de nous expliquer, c'est comme si Michel, c'était un petit. Oui. Il y a deux choses qu'il faut distinguer. Dans le calcul de l'espérance de revenus, on a la base qui est le primaire. Notre référence, c'est le primaire. Donc, tout se fait par rapport au primaire. Mais ici, nous sommes dans la colonne F où on est en train de regarder l'augmentation par rapport au niveau immédiatement inférieur. Donc, je vais comparer le primaire à aucune scolarisation, secondaire général 1 au primaire, mais le secondaire général 2, je le compare au secondaire général 1. Je ne vais pas le comparer au primaire. Mais Oswald, parce qu'en fait, il a raison. Quand tu regardes le cours. Ma question, c'est par rapport à l'indice. S'il vous plaît, attendez. Oui, voilà, vous êtes ça. en train de parler en même temps. Laissez parler Pablo, s'il vous plaît. Ensuite, vous revenez. Vas-y, Pablo. Non, c'est juste pour dire qu'effectivement, parce que dans le cours, alors je peux le montrer. Bon, mais pour aller vite, en fait, ce qui se passe, c'est la colonne, c'est l'indice d'espérance de revenu. Ah, voilà, c'est ça. Voilà, c'est ça. Tu vois, l'indice d'espérance de revenu, c'était vraiment, c'est ça, quoi. C'est-à-dire qu'on va tout diviser, on va prendre l'espérance de revenu de chaque niveau d'éducation et on va le diviser par l'espérance de revenu du primaire, qui est notre référence. Et voilà, c'est pour ça qu'on passe à 1,32, 2,43, 2,36 et 5,36. Et c'est ça ce que voulait dire notre ami tout à l'heure. Attendez. On n'a pas exactement les mêmes chiffres que dans le cours. Voilà. Alors attends, si on retourne à l'Excel. Attends, je regarde. Si, c'est les mêmes chiffres. On a les mêmes chiffres? Oui. Mais là, c'est juste qu'au niveau de l'indice d'espérance de revenu, non, mais ça demande à diviser par 100 pour avoir les mêmes chiffres. Non. C'est par rapport à le cours. Attendez. C'est pas le... Oui. Faut pas qu'on s'embrouille. Je vais faire comme ça. Pour pouvoir bien comparer. Donc, on a bien 1,32 au niveau du secondaire général comme indice de revenu. Ah oui, il y a un problème dans ma formule. Oui, mais c'est juste ça en fait. Oui, il y a un problème dans ma formule. Désolé, oui, tout à fait. Il y a un problème dans ma formule. Je dois dans l'indice au niveau de l'espérance l'indice d'espérance du revenu, c'est bien le primaire qui est notre référence ici. N'est-ce pas? En fait, il faut diviser par le primaire et multiplier par 100. Exactement. Voilà. Là, tu divises. Exactement. Ouais. Ça, c'est bon. C'est bon? Non, les deux derniers, il faut appliquer la même formule. Comme on a fixé 100, on va diviser par 100, ça pour avoir même. C'est divisé par 100 pour avoir le même. Voilà, là, on doit avoir 236. Voilà, 236 et après 536. Et voilà. Tout à fait. Désolé, j'aurais dû fixer depuis. Je n'ai pas fixé. C'est bon maintenant? Et c'est des pourcentages ici. C'est correct. C'est correct. Merci. C'est bon? Non, c'est pas fixé. Non. C'est pas bon. C'est bon, madame. Regardez. Les calculs sont bons maintenant. D'accord? Ici, on a multiplié par 100 au lieu de diviser par 100. Par rapport à cours, on a divisé par 100. Ici, c'est multiplié par 100. Ce n'est pas la même chose. On peut faire pareil. Bon, ok.
divisons par 100 pour que vous soyez plus tranquille. Mais en fait, c'est parce que ça peut être lu en pourcentage, c'est peut-être plus simple. Je pense que c'est plus intuitif si, bon, c'est la même chose, hein, mais si on lit ça en pourcentage. C'est-à-dire les revenus des individus qui ont aucune scolarisation correspondent à 74 des, Ok, revenus maintenant des c'est bon. individus avec une éducation primaire. C'est bon? Maintenant, quand on est dans cette S'il vous plaît. Maintenant que vous avez divisé par 100, veuillez regarder la ligne du primaire là. Oui. Étant donné que c'est divisé par la ligne du primaire doit être 1, non plus 100. C'est bon? Voilà, c'est bon, merci. Et ici, on doit voir plutôt. Voilà. Donc, il n'y a pas de niveau immédiatement inférieur là. Et on peut tirer sans problème. Alors, par contre, ici, le niveau immédiatement inférieur, c'est le primaire. Voilà. On est tous d'accord maintenant? Ok, c'est bon. Oui, c'est bon. C'est bon. C'est juste, Oswald, c'est juste le supérieur. Le niveau d'éducation immédiatement inférieur, c'est le secondaire général du 2e cycle. Donc on devrait avoir 120, oui. si je dis pas de bêtises. Voilà, juste pour, ça, tout est bon. C'est bon. Voilà, nickel. Donc, il n'y a pas de question jusque-là, en dehors de ce qu'on a discuté. C'est bon pour ce calcul-là? Bassine? C'est Oui, bon monsieur. c'est bon pour ce tableau? Oui, jusque-là, hein, à part que moi, j'avais pris l'autre méthodologie, quoi, c'est-à-dire multiplier encore par 100. Donc, c'est la même chose, j'ai compris. Jusque-là, Oui, c'est c'est la bon. même Oui, chose. oui, Ouais. c'est ça. OK. Bien. Maintenant, les taux de rendement. Oswald, On va donne-moi une regarder. seconde, je regarde les messages dans le Teams, dans le chat. Mon micro est fermé. Je voudrais comprendre la diminution du revenu d'un travailleur qui est la fin de sa vie professionnelle. On verra après. Revenu nul, travail quand même, on verra après. S'il vous plaît, est-ce que vous pouvez cliquer sur le 740 pour voir quelle formule vous avez utilisée? Vous avez répondu à la question, mais il y a encore des soucis à ce niveau, merci. C'était à 11h21, donc je ne sais pas si peut-être ça a été réglé. C'était Brahim. Monsieur Brahim, ça a été réglé cette question? Vous demandiez à ce qu'il clique sur la cellule 740, c'est bon pour vous? Oui, non, c'est pas bon. Moi-même, j'ai une question à poser par rapport à Toto. 740 et 81, là, comment calculer? Ok. 740 et 81. Mais 740, il est où? Ici? En Ça fait, je devait pense être que c'est avant plus que que tu... Oui, la somme. le Oui. 74, en fait. Le total de revenus moyens des travailleurs en milieu UM. Donnez-moi la référence de la cellule, s'il vous plaît. La cellule B10. Le B10. B10. B10, ouais. Et puis C10. C10 et puis l'autre là. B10, C10 et puis D10 aussi. Les trois qui se suivent. Là. Ah, d'accord. Quand on dit le total, en fait, c'est la moyenne au niveau national.
Mais attention, vous ne pouvez pas faire une moyenne arithmétique ici, de 270, 423, ainsi de suite, pour avoir le 740. Parce que si, par exemple, on a 90% de aucune scolarisation, 5% de primaire et 1% des autres, ce n'est pas le même résultat que d'avoir 50% de aucune scolarisation et une répartition équitable des autres. Vous comprenez un peu? Donc, vous ne pouvez pas faire la moyenne arithmétique de ces quantités-là pour avoir la moyenne au niveau national. Il vous faut utiliser des pondérations, et c'est ce que Pablo disait tout à l'heure dans son intervention. Donc, le calcul de la référence de la moyenne au niveau national nécessite l'utilisation de ces pondérations-là, que vous n'avez pas bien entendu. C'est clair, Perside, Brahim? Donc, il faut utiliser la moyenne pondérée. C'est une moyenne pondérée, tout à fait. Oui, est-ce qu'on peut calculer ensemble pour comprendre? Mais on a, bon, je vous donne un exemple. On va faire même deux si vous voulez. Mais il faut qu'on avance pour pouvoir répondre aussi à pondération 1, pondération 2. Là, on a 50. Oswald était ça? Oui. Alors, Oui, excusez-moi Pablo. de vous interrompre. Je suis vraiment désolé, mais je vais devoir vous quitter. J'ai Oui, je comprends. une réunion avec le ministère. Oui, bien sûr. Voilà, mais je pense que vous êtes entre de bonnes mains. Et s'il y a quoi que ce soit, je peux être présent à travers la foire aux questions ou par email, etc. Voilà. Ça, Ok. je peux te laisser pour la suite, Oswald, c'est bon? Oui, oui, t'inquiète pas, ça va aller. Merci beaucoup, Ok, Pablo. Merci bon beaucoup, courage, Pablo. merci, bonne journée à tous. Au revoir. Merci, Pablo. C'est gentil, au revoir. Merci, Pablo. Alors là, on a 1 moins cette somme-là. On a 16%. Supposons que ici, on est 49%, 12%, mettons 18%, 21%, 8%, 1%. Et là, je tire 3%. Donc, notre moyenne ici, ça va être égal à cette quantité-là multipliée par celle-ci que je vais fixer. Plus cette quantité multipliée par celle-là que je vais fixer. Oups. Voilà, donc ici, en fonction de cette distribution-là, on a une moyenne de 769. Et quand on utilise une autre distribution, vous voyez, la moyenne, elle tombe à 495. Pourtant, c'est le même revenu moyen. Mais avec des distributions différentes en fonction du niveau d'éducation, vous voyez très bien que la moyenne au niveau national ne sera pas la même. D'accord? Perside? Brahim, c'est bon? Oui, c'est bon. D'accord. Donc, ce 740 là, il y a un système de pondération derrière que on n'a pas présenté ici. D'accord. Voilà. Merci. Maintenant, on va essayer d'avancer vers cette quantité-là. Je pense qu'il y a un exercice, il est à 11h35, qu'on va utiliser plus simplement pour aller vite. Alors, Bassine, ce qu'il faut comprendre ici, c'est la chose suivante. Dans l'estimation du taux de rendement, il y a deux choses qu'il faut estimer. La première chose, c'est les bénéfices. Est-ce qu'on peut couper
Est-ce qu'on peut couper le micro, s'il vous plaît? Attention, les micros, s'il vous plaît. Perside, c'est souvent vous, le micro. Merci. C'est fermé. Maintenant, c'est fermé. OK, vas-y, Oswald. Alors, la première chose qu'il faut estimer, c'est les bénéfices marginaux. Donc, si par exemple, j'ai le baccalauréat par rapport à quelqu'un qui a fini juste le secondaire 1, donc mon revenu ayant le bac, moins le revenu de quelqu'un qui a fini juste le secondaire 1. Donc, c'est les bénéfices qu'il faut calculer. Et deuxième chose qu'il faut calculer, c'est les coûts. Vous allez voir que dénominateur ici, le revenu de quelqu'un qui, j'ai donné tout à l'heure l'exemple du secondaire 1, de quelqu'un qui est au secondaire 1, il apparaît ici dans le coût du calcul. Parce que quand vous êtes en formation, vous ne travaillez pas, et parce que vous ne travaillez pas, vous ne gagnez plus cette quantité-là, qui est supposée être votre revenu, pendant que vous êtes en formation. D'accord? Donc, il y a cette quantité-là que vous ne gagnez pas, plus les coûts directs que vous supportez ou que votre famille va supporter, ou les coûts d'opportunité également. Cela, pour chaque année, multiplié par le nombre d'années de formation. Et c'est le ratio qui va donner simplement le rendement marginal privé. On va prendre l'exemple tout de suite. Ici. Et celui-là, je ne l'ai malheureusement pas dans Excel. Est-ce que je peux faire... voilà. Je vais voir si je peux... Oups. Pour vous montrer un peu le calcul, je vais essayer de réduire ça. Comme ça. Je suis avec un grand décalage maintenant. Bon, quand vous calculez, vous trouvez au moins 1-2 minutes pour que je reçois le résultat, moi. Ah. Vous ne suivez pas, votre connexion n'est peut-être pas bonne alors. Oui, c'est pas très instantané ici à mon niveau. Malheureusement, s'il n'y a pas grand-chose qu'on puisse faire. Il faudra que vous regardiez l'enregistrement. Voilà, je concède. Ouais. Je vais essayer de mettre ça côte à côte. Voilà, donc, si par exemple on s'intéresse à calculer, je pense l'exemple qu'ils ont donné ici, c'est celui du secondaire général premier cycle par rapport au secondaire général second cycle. Donc là, on a les revenus, on a les taux d'emploi, donc l'espérance de gain pour le secondaire général 1, ça va être 572 qu'on va multiplier par 78. Bien sûr, il faut diviser par 100. L'espérance de gain pour le secondaire général 2, ça va être, qui veut m'aider? 969. On va multiplier par 80, qu'on va diviser par 100. Ça fait 775,2. Donc, en fait, notre bénéfice ici, ça va être la différence entre ces deux quantités-là. On est d'accord jusque-là? Ça nous fait 329. C'est ça ce qu'ils ont trouvé, le bénéfice. 329. Et ça, le 775, c'est celui que vous voyez ici, qui est égal au revenu moyen des travailleurs multiplié par le taux d'emploi. Et là, c'est le revenu moyen des travailleurs multiplié par le taux d'emploi à la fin du secondaire général 1. Donc, la différence entre les deux, d'accord, ça va faire notre gain. Maintenant, il nous faut estimer les coûts. On a des coûts directs, d'accord, et des coûts indirects. Alors, en termes de coûts pour la famille, on est en train de prendre une formation de secondaire général 2. Donc, il faut savoir ce que ça coûte. Donc, pour la famille, ça a coûté 29. D'accord? Et pour l'État, ça va coûter
233. Donc, famille, 9. État, 233. Mais il y a un dernier coût qu'il faut intégrer. Parce que je suis en formation, secondaire général 2, je n'ai plus le revenu du secondaire général 1. Donc, c'est un coût d'opportunité qui est égal simplement à cette quantité-là. D'accord? Donc, si je m'intéresse à un rendement privé, ça va être cette différence-là divisée par quoi? Ce que ma famille supporte plus mon coût d'opportunité. Ça fait 0,69. Si je m'intéresse à un rendement social, c'est tout le même bénéfice divisé par ce que ma famille supporte, ce que l'État supporte et le coût d'opportunité, et on est à 0,46. On va voir si on a le même résultat. Oups, je n'ai pas intégré le nombre d'années de formation. Ça, c'est extrêmement important. C'est 3,1. Voilà, on voit ce que ça donne. Si je mets ça en pourcentage, je n'arrive pas à mettre un pourcentage parce que j'ai réduit là. Ça ne paraît pas. Bon, faisons comme ça. Je le réduis à nouveau. Voilà, donc le rendement privé est bien égal à 22%. D'accord? Ici, on a nos 22%. Le rendement social, il est bien égal à 15%. On a également nos 15%. D'accord? Voilà pour le calcul du rendement privé, mais aussi pour le calcul du rendement social. Et on voit très bien que le rendement privé est toujours plus important que le rendement social. Alors, ce calcul-là, entre le secondaire général 1 et le secondaire général 2, on peut le faire également entre le FTP et le primaire, entre le supérieur et le secondaire général 2, entre le primaire et aucune scolarisation, et ainsi de suite. Donc, ça, c'est discussion de politique éducative. On va prendre un truc rapidement. J'ai le primaire, j'ai le secondaire 1, j'ai le secondaire 2, j'ai le supérieur. J'ai le rendement privé, et j'ai le rendement social. On va supposer que le rendement privé du supérieur est de toutes les façons, il est toujours plus important, le rendement privé est toujours plus important que le rendement social. Mais on va se mettre à 25% ici et à 13% là. Le rendement social ici peut être peut-être de 27%. Là, il est de 45%. Oups. Et là, peut-être de 32%. D'accord? Si je suis un État, lequel des niveaux je vais préférer financer? Et ça, c'est une question pour vous. Le secondaire 1. Le secondaire 1, d'accord? C'est le niveau qu'on va privilégier parce que le rendement pour la société de ce niveau d'éducation est le plus important. Est-ce que c'est clair pour tout le monde? Oui, c'est ça. Fantastique. Voilà, et ça, je pense que on Oui, a abordé... monsieur. Oui. Oui, je dis que c'est clair que vraiment, par rapport à un coût d'opportunité, l'État financerait plus le secondaire 1, mais pourquoi faire
faire des études jusqu'au secondaire, de supérieur, etc. aux étudiants. Et puis voilà, à ce niveau, plus qu'on fait des études supérieures, plus encore le taux de chômage est là, ou bien le taux d'emploi encore se réduit. Et pourquoi, par exemple, l'État ne dit rien et préfère, par exemple, financer plus ce niveau de secondaire? Il n'y a pas de paradoxe dessus? Non, il n'y a aucun paradoxe. Ce qu'il faut comprendre, c'est que on a besoin de tout pour faire un monde. On a besoin d'ingénieurs, on a besoin de travailleurs, on a besoin de personnes qualifiées, mais pas qualifiées de la même manière. L'idée ici, c'est que si le rendement social du supérieur est moins important que le rendement social du secondaire 2, ça veut dire certainement que le fonctionnement de l'économie ne permet pas encore de rentabiliser comme il faut le rendement le niveau d'éducation supérieure. Et donc, à partir de ce moment-là, l'État peut différer ses investissements ou même ses dépenses courantes, non pas dans la partie terminale supérieure du système éducatif, mais plus là où le bénéfice est le plus important pour toute la communauté. C'est ça le critère ici. C'est-à-dire, on décide de financer ou bien de densifier les financements pour un niveau d'éducation, sachant que son rendement social est le plus important. Ça ne veut pas dire qu'il faut négliger le primaire, ça ne veut pas dire qu'il faut négliger le secondaire 2, ça ne veut pas dire qu'il faut négliger le secondaire 3, le supérieur. On est aussi dans la recherche d'un développement équilibré des systèmes éducatifs et de toutes les façons, pour arriver au secondaire 1, il faut passer par le primaire. Donc, si vous n'investissez pas au primaire et que vous négligez les investissements du primaire, vous pouvez être sûr qu'à terme, le secondaire 2 va perdre sa rentabilité sociale. D'accord, très bien. Autre question? Oswald, il va falloir terminer. Tout à fait. Donc, voilà un peu ce qu'on avait préparé et qu'on avait souhaité discuter avec vous. On espère que, en tout cas, c'est beaucoup plus Il y a clair pour juste, chacun de vous. on va plus prendre de nouvelles questions, s'il vous plaît. Je vois qu'il y a encore des mains levées, mais là, on a déjà dépassé de 20 minutes. C'est plus possible. On va juste répondre aux questions qu'il y avait dans le chat. Oswald, s'il te plaît, est-ce que tu peux regarder les questions qu'il y a dans le chat? Il y Alors, c'est la question de 740, on l'a résolue. Il y a autre chose encore? Non, il n'y a plus de Peut-on questions. considérer, si, mais on n'y a pas répondu. Peut-on considérer que ceux qui ont un revenu nul travaillent quand même? Ceux qui ne travaillent pas ne doivent pas être considérés comme au chômage? Oui, en fait, dans le calcul de l'espérance de gain, on calcule la moyenne du revenu sur des personnes qui travaillent. Mais je suis en train de faire une estimation de gain pour un niveau d'éducation, sachant qu'une partie ne travaille pas. Donc, il est nécessaire pour moi de les prendre en compte dans mon calcul. En fait, si vous regardez juste l'expression mathématique et que vous voulez la superposer à l'explication économique, ça peut vous perturber. D'où la question de ils ont un revenu nul et ils travaillent quand même. Non, c'est pas de ça qu'on parle ici. Maintenant, si on veut détailler un peu ces questions-là, si je m'intéresse par exemple au fait qu'il y a un stagiaire qui a des stagiaires dans le système dans le fonctionnement de certaines entreprises, si ces personnes-là ne sont pas payées, si elles sont nombreuses, oui, elles travaillent, elles contribuent à la création de la richesse, mais elles ne sont pas payées. Donc, ces personnes qui travaillent mais qui ne sont pas payées. Maintenant, où est-ce qu'il faut les catégoriser? On ne va pas les catégoriser dans les personnes qui travaillent avec un revenu non nul. D'accord? Mais pour autant, elles ne sont pas au chômage. Elles ont un stage professionnel ou académique qui participe au fonctionnement des entreprises. Mais dans le calcul ici, il faut bien distinguer les deux groupes. Il y a le groupe des personnes qui travaillent, qui a un revenu non nul. Il y a le groupe qu'on considère de personnes qui ne travaillent pas et qui ont un revenu nul. Maintenant, si on veut affiner l'exercice, on peut valoriser le travail de ces stagiaires-là. Il a dit, vous ne touchez probablement pas d'argent, mais dans la valorisation de votre contribution, elle est un nombre d'unités monétaires et cela permet, bien entendu, d'avoir un calcul beaucoup plus fin.
Voilà, je pense avoir répondu aux 2 Merci Oswald. questions. Il y en a OK, tu as répondu au deuxième? Je voudrais comprendre la diminution du revenu d'un travailleur qui est à la fin de sa vie professionnelle. Oui. Beaucoup de choses peuvent expliquer ça. Le fait qu'en fin de vie professionnelle, il y a un développement technologique qui est tel que les personnes d'un certain âge, malheureusement, ne pourront pas suivre et forcément seront aussi moins compétitifs sur le marché du travail. D'accord? Et ça va faire que, en moyenne, il y aura une diminution de leurs revenus. Mais n'oublions pas que nous sommes en train de parler d'une moyenne. Ça ne veut pas dire que ça va être le cas pour tout le monde. Vous aurez des gens qui vont aller en grandissant professionnellement, mais aussi d'un point de vue de ce qu'ils gagnent. Donc, c'est une moyenne qu'on va regarder ici, et puis on va retrouver qu'en moyenne, à mesure que les personnes ont de l'âge, ils perdent en développement technologique, donc ils sont moins compétitifs que ceux qui entrent sur le marché du travail avec beaucoup plus d'outils, et donc ils gagnent beaucoup moins que ces personnes-là. OK, merci Oswald. Je pense qu'il est vraiment temps de terminer. Oui, il faut On a qu'on dépassé arrête. de 20 minutes. Je propose que Harry pose la question sur le forum. On va voir si on peut répondre là-bas. OK, mais sachant que le module est terminé depuis la semaine dernière, donc Ok, normalement les mon Dieu, tuteurs même, bon, elle mais peut elle nous envoie un email. elle peut poser sa question, voilà. OK, Qu'elle nous merci envoie beaucoup. Donc, un email. d'accord. Merci beaucoup Oswald. Pablo a dû nous quitter, mais merci beaucoup à lui. On a dépassé de 20 minutes, c'est aussi normal, c'est pour ça qu'il a nous quitter. Merci à vous toutes et à vous tous qui avez montré un très grand intérêt pour ce webinaire et vous avez été là aujourd'hui, vous avez posé beaucoup de questions, donc ça a été, on le sait, on le voit, on l'a senti très très utile. Donc ça nous a fait plaisir. Je propose qu'on remercie très chaleureusement Oswald et Pablo qui n'est pas là pour ce webinaire. Et puis, je vous rappelle que vous avez jusqu'à la fin de cette semaine pour déposer, donc dimanche 3 septembre, 23h, pour déposer les devoirs de module 6. On a prolongé d'une semaine pour vous permettre juste d'avoir un peu plus de temps, mais aussi profiter de ce webinaire pour revoir le devoir de l'activité 4. Aussi, juste pour vous informer, pour vous rappeler, vous l'avez vu que j'ai lancé le module 7 et même s'il y a un devoir qui doit être rendu cette semaine, comme je le répète toujours, vous avez jusqu'à la fin du module pour le faire. Donc, ne veuillez pas m'envoyer des messages en me disant: «Madame Tessa, comment vous me demandez de déposer le devoir cette semaine?» Non, je ne vous demande pas de déposer de devoir cette semaine, mais si vous pouvez, c'est encore mieux. Donc, bon courage à toutes et à tous. Bonne semaine, bonne finalisation des devoirs. Merci. Ah, Il y a vous eu avez la l'air de falle trouver terrible. ça ça va aller. Vraiment, Tessa, merci. si vous me Au revoir, permettez. monsieur Saïd. Oui, au À revoir. bientôt. Je termine l'enregistrement. Oui, c'est qui parle, s'il vous plaît? C'est Aminata. En fait, on Oui, avait allez-y, prévu de Aminata. nous envoyer les présentations PowerPoint